Ministère public contre M. Sissi Raphaël Ava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilaogi, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegboro Kamara, M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilaogi. Parti civil, M. Ouri Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Madame Fatou Sike Kamara. Venez, s'il vous plaît. Vous voulez parler dans quelle langue, madame? En français. Vous avez le choix entre parler étant debout ou si vous voulez vous asseoir, vous pouvez le demander. Avec votre permission, après ma présentation, je vais m'asseoir. Vous êtes cité par Monsieur le procureur de la République pour témoigner dans cette affaire. Et en cette qualité, vous avez des droits, parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal de parler dans une salle d'audience vide, c'est-à-dire à huis clos. Est-ce que vous voulez parler à huis clos ou bien vous désirez parler publiquement? Je vais parler publiquement. Quel est votre nom? Je m'appelle Dr Hadja Fatou Sike Kamara. Quel est votre âge ou votre date de naissance? Je suis né le 10 mars 1962 à Conakry. Quelle est votre profession? Je suis médecin. Où vous êtes domicilié? Je suis domicilié à l'Andrea, commune de Dixine. Est-ce que vous connaissez ces personnes qui sont assises dans le box des accusés? Je les ai connus pendant quelques ans, pendant l'exercice de mes fonctions, quand ils étaient aux commandes. Le président de la transition à l'époque et mon autorité de tutelle, le ministre de la Santé. Vous avez vu peut-être les victimes qui se sont suivies à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous les connaissez? Comme j'ai été très proche des victimes, aussi bien les blessés que celles victimes de violences sexuelles, beaucoup d'entre elles me connaissent et je connais beaucoup d'entre elles. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec certaines d'entre elles? Je veux parler de toutes ces personnes-là. Non, on a eu des liens dans l'exercice de mes fonctions. Est-ce que présentement il y a des liens de subordination entre vous et certaines d'elles? Non. Est-ce qu'il y a des liens d'alliance? C'est-à-dire vous avez marié, vous avez fait des mariages dans leur famille ou réciproquement? Non, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien? Non, aucun lien. À part les connaissances dont vous avez fait cas tout de suite. Oui, c'est ça. Alors, on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Et le témoin, c'est celui qui a vu. C'est celui qui a entendu. Et sachez également que le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Sur ce, on va vous demander de jurer, de dire dans cette affaire, sans crainte et ni haine, toute la vérité et rien que la vérité.
Vous lèverez alors votre main droite et direz, je le jure. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, devant Dieu et les hommes. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Alors, dame, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Vous pouvez ajuster les micros. Et dès que vous ressentez la fatigue, vous pouvez demander au tribunal. Merci. Monsieur le Président du tribunal, Monsieur les procureurs, honorables assesseurs, distingués membres de cette auguste cour, respectés avocats, Mesdames et Messieurs, A'ouzbillahi minash shaitanir rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je rends grâce à Dieu, notre Créateur, clément, tout miséricordieux et très miséricordieux, de me donner l'opportunité ce jour de m'exprimer devant cette auguste cour pour donner ma version des faits liés à la gestion des victimes des événements tragiques du 28 septembre 2009 à l'hôpital national d'Onka. Je m'incline pieusement devant la mémoire des victimes, braves fils et filles de notre pays qui ont perdu la vie cette triste et douloureuse journée. Et je témoigne ma solidarité aux nombreuses familles des victimes de ces événements tragiques, de cette page noire de l'histoire de notre pays. Gloire à Dieu, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, qui m'a gardé en vie jusqu'à ce jour de mon audition, après tant d'affronts, tant de diffamations, tant de calomnies, tant de maltraitances, tant de violences verbales contre ma personne. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de donner ma version des faits. Parce que moi qui suis devant vous aujourd'hui, j'ai échappé 5 fois à la mort. Donc je n'aurais pas eu l'opportunité aujourd'hui de m'exprimer. La première fois, dans mon bureau, j'ai été victime d'un grave incendie où j'ai perdu tous les matériels et bureautiques de mes bureaux. Heureusement que les archives liées aux événements du 28 septembre 2009 avaient été à l'époque délocalisées dans la salle de réunion de l'hôpital national. Deuxième fois, au lendemain de l'arrivée du président Hollande, François Hollande, que j'avais eu l'honneur et le privilège de recevoir à l'hôpital national d'Onka, venu témoigner sa solidarité au peuple de Guinée pendant l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Le lendemain, j'ai été agressé par des bandits parce qu'il avait eu l'opportunité de m'offrir les armoiries en guise de reconnaissance. Les bandits ont eu l'impression peut-être que j'avais eu quelque chose de très précieux, valeureux. Et avec une tentative d'enlèvement où j'ai failli mourir, heureusement que le chauffeur n'était pas dans la voiture. Je m'en suis sorti avec beaucoup de blessures dans les pieds, c'est pour ça que je suis assise aujourd'hui. Troisièmement, j'ai souffert de la forme grave de la COVID-19 avec détresse respiratoire où j'ai failli mourir. Ça, c'était en 2020. En 2021, j'ai été victime d'une erreur de diagnostic, me déclarant souffrant d'un mal incurable en phase terminale. Il a fallu que je fasse un voyage médical à l'étranger où ce diagnostic a été infirmé. Et cinquièmement, j'aurais pu mourir de ma belle mort, laissant ma famille dans l'amertume et toutes ces calomnies collées à ma mémoire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une grâce pour moi de m'exprimer et de donner ma version des faits. Les archives liées aux événements du 28 septembre 2009
sont restés archivés à l'hôpital national d'Onka. Et j'insiste sur cet élément parce que, ils auraient pu disparaître dans l'incendie. Deuxièmement, lors du déménagement, dans la précipitation pour le lancement des travaux de réhabilitation, extension, équipement de l'hôpital national d'Onka, beaucoup d'archives sont restées et nous les avons perdues. Et ils auraient pu aussi souffrir de la mauvaise gestion des actifs. Et c'est le lieu de remercier, féliciter mon assistante de 13 ans de bonne collaboration qui a pris soin de garder ces archives et de les transporter dans le nouveau site de déménagement où nous sommes restés pendant plus d'une dizaine d'années. Ce jour, 28 septembre 2009, j'étais à la maison en train de profiter de ma journée fériée, puisque ce jour était déclaré férié. Et donc, la première victime de l'hôpital national d'Onka vient de mon quartier, parce que je n'habite pas très loin du stade. C'était le fils de notre imam de la mosquée qui est en face du stade. Et quand il y a toujours des problèmes de santé, les voisins du quartier viennent solliciter mon secours. La famille est venue vers moi pour m'annoncer que leur fils est blessé à partir du stade. Et immédiatement, comme d'habitude, j'ai demandé qu'ils se rendent aux urgences de l'hôpital national d'Onka pour une prise en charge immédiate, sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Et quelque temps après, il y a eu des mouvements dans le quartier, de l'agitation, beaucoup de perturbations. On me disait que ça tire au stade et qu'il y a des blessés. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai immédiatement appelé l'ambulancier de jour à l'hôpital d'Onka pour que je m'y rende afin de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. L'ambulancier est venu me chercher à la maison et nous sommes partis immédiatement à l'hôpital national d'Onka. Et comme nous avions l'habitude de le faire, je me suis rendu immédiatement dans la salle des urgences où toutes les équipes étaient déjà mobilisées. Nous avons vu des blessés arriver, beaucoup de blessés, dans des états vraiment très insupportables. Et heureusement, le chef de service des urgences qui était là, et lui et son équipe ont déjà bénéficié de formation avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, pour déclencher le plan d'urgence dès que le nombre de blessés a atteint 25. Et au moment où j'arrivais, ce chiffre était déjà atteint parce que les ambulances de la Croix-Rouge et autres ambulances avaient commencé maintenant à faire venir les blessés à Donka. Mais ce que nous avions vu ce jour, j'étais vraiment sidéré. On s'est retrouvé devant une véritable boucherie humaine. Mais les équipes se sont mobilisées autant qu'ils pouvaient. Et le plan d'urgence, c'est de mobiliser immédiatement toutes les ressources humaines, matérielles, en produits pharmaceutiques qu'il faut pour la prise en charge des blessés. Le CICR avait installé une caisse dans la salle des urgences avec tous les produits pharmaceutiques d'urgence qui doit être débloqué dès que ce nombre de blessés est atteint. Et donc, déjà, ces médicaments étaient disponibles. Le stock de la pharmacie a commencé à être livré par l'équipe de garde de la pharmacie, mais vraiment, au niveau où nous étions, les stocks de l'hôpital national d'Onka ne pouvaient plus tenir la prise en charge des victimes qui arrivaient. Mais là, toutes les équipes médicales de l'hôpital national d'Onka étaient maintenant mobilisées. Quand je dis les équipes médicales, quand c'est un jour férié ou n'importe quel jour, c'est seulement l'équipe de garde ou de permanence des urgences qui fonctionne. Mais dans le cadre du professionnalisme, du serment d'Hippocrate, l'éthique et la déontologie, tous les services et unités de l'hôpital national, donc à ce jour, la pédiatrie, la maternité, 32 services et unités confondus, les agents qui étaient en place se sont mobilisés pour venir renforcer les équipes médicales des urgences.
Et moi, en tant qu'administrateur, parce que c'est le lieu de vous préciser que j'ai fait ma formation, mon doctorat d'État en médecine pour la clinique, mais après, j'ai bénéficié d'un diplôme, d'une formation post-universitaire. Fermez cette porte, s'il vous plaît. Fermez la porte là. Excusez-moi, continuez. Allez-y. Donc, comme je vous le dis, moi, j'ai été clinicienne au départ, c'est-à-dire que j'ai bénéficié d'un doctorat en médecine, mais quelques années après, j'ai fait un poste universitaire et je suis sortie spécialiste en gestion hospitalière et en management des services de santé. J'ai immédiatement appelé ma hiérarchie, notamment le directeur national des établissements hospitaliers de soins et ensuite Monsieur le ministre de la Santé pour lui dire que nous sommes dans une situation d'urgence et que nous avons besoin vraiment d'assistance en produits pharmaceutiques d'urgence. Après l'appel, j'ai continué à aider les équipes à continuer leur travail et quelque temps après, Monsieur le ministre est arrivé, il nous a trouvés dans la salle des urgences. On lui a expliqué la situation, il a compris de quoi il s'agissait et il y avait un besoin immédiat d'apporter d'autres produits pharmaceutiques pour faciliter la prise en charge des victimes. Et il est ressorti pour se rendre à la pharmacie centrale du Guinée afin qu'une dotation puisse être mise à notre disposition. Et effectivement, dans la matinée, nous avons reçu des stocks d'urgence pour continuer la prise en charge des blessés. Mais aussi, il y a eu toujours à nos côtés les partenaires du secteur de la santé en situation d'urgence et de catastrophe. 500 blessés. Au finish, quand on a capitalisé pendant les jours suivants, on s'est retrouvés pour le cas précis. Mais en ce moment, ce n'était plus possible de faire l'enregistrement dans un seul registre. Donc, j'ai dit au chef de service de vigilance de démultiplier les points d'enregistrement de malades. Et effectivement, comme il y avait beaucoup de personnel médical mobilisé, on a installé d'autres points d'enregistrement afin qu'aucun malade n'échappe à son enregistrement à l'hôpital. Et ce jour, effectivement, ces points-là ont été installés. Comme on ne pouvait pas donner des registres à ces différents niveaux, on a mis à disposition des feuilles et tous les malades ont été enregistrés et c'est au long de la journée que maintenant la saisie des données a commencé en tenant compte de tous les supports qui étaient déjà mis à notre disposition. Et vraiment, je voudrais saluer le professionnalisme, l'engagement de tous les professionnels de santé, sous la coordination de la direction générale et avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Parce que ce jour-là, d'ici le matin, toutes les victimes avaient bénéficié de soins. Il y en a eu plusieurs catégories. Ceux qui ont bénéficié des soins ambulatoires. Et la prise en charge était gratuite. Les victimes pourront vous le dire, à moins que ça se passe à mon insu, mais la prise en charge des victimes, tout au long de leur prise en charge à l'hôpital national a été gratuite, sur l'instruction du ministère de la Santé, puisque nous avions reçu beaucoup d'assistance en produits pharmaceutiques d'urgence pour leur prise en charge. Donc, d'ici le matin, ces équipes ont travaillé. Moi, j'ai dû arriver entre 10h30 et 11h, donc depuis cette heure-là, jusque tard dans la nuit, jusqu'à l'aube. Ceux qui devaient recevoir les soins ambulatoires avaient reçu les soins ambulatoires et sont rentrés à la maison. Ceux qui devaient être dans les blocs opératoires, bénéficier d'interventions chirurgicales, ont été dans les blocs. D'ici le matin, tout était terminé. Les implants chirurgicaux que vous connaissez, parce que chacun a eu un parent qui a été victime d'un problème traumatologique de valeur de 5, 10 à 15 millions, tout a été obtenu, mis à disposition des chirurgiens et ces malades ont bénéficié
de ces interventions. Ceux qui devaient être aussi hospitalisés pour des soins hospitaliers ont été là, les examens de laboratoire, les examens de radio, tout a été fait pour que ces malades bénéficient de la prise en charge gratuite. Et Monsieur le ministre de la Santé, en collaboration avec les cadres du ministère, ont mis en place immédiatement le comité national de crise sanitaire, qui était composé des responsables hospitaliers des 2 hôpitaux nationaux, donc à Ignace-Dine, des hauts cadres du ministère de la Santé, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des partenaires du secteur de la santé. Et ces réunions se tenaient régulièrement avec eux pour présenter les situations de prise en charge médico-chirurgicale en cours, tirer les leçons et voir comment améliorer cette prise en charge. Et vraiment, ce jour, comme la journée a été très longue, nous avons un restaurateur qui a encore ses installations devant l'hôpital national d'Onka, qui est vraiment venu à mon secours. C'était un jour férié, les financiers n'étaient pas en place, et il m'a aidé à trouver des sandwichs, de l'eau et du jus pour les équipes médicales. Moi, personnellement, je n'ai même pas pu manger tellement que j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ma vie. Et je tenais à ce que toutes ces victimes qui sont arrivées à Donka bénéficient de soins. Notre rôle ce jour a été de soigner les malades, de soulager la souffrance des victimes, de sauver des vies humaines. Et ça, nous l'avons fait dans les meilleures conditions. C'est vers 19h, 20h, j'ai senti la faim. Je voulais maintenant faire mes prières. C'est en ce moment que je suis monté, parce que la direction est un bâtiment en dehors, qui est un peu loin des urgences. C'est en ce moment que je suis monté dans mes bureaux pour permettre de croquer, de manger un peu, de faire mes prières et de continuer à attendre pour voir si d'autres besoins se présentaient pour les équipes qui étaient en place. Donc, je suis resté là et c'est seulement vers 1h du matin que j'ai cherché à rentrer à la maison pour me reposer et pouvoir revenir le lendemain matin. Mais là où j'étais soulagé, c'est que toutes les victimes, en tout cas qui étaient arrivées ce jour à l'hôpital d'Onka, avaient bénéficié de la prise en charge. Et c'est en ce moment seulement que j'ai décidé de rentrer à la maison pour me reposer. Mais les équipes d'urgence sont restées en place presque jusqu'au matin. Le lendemain, je suis revenu maintenant pour faire la supervision aux urgences dans les services d'hospitalisation, voir comment les malades étaient en place, s'ils avaient encore besoin de soins. Mais effectivement, les ordonnances étaient envoyées régulièrement à la direction et le service de la pharmacie, je faisais les signatures, approvisionnais, puisqu'on avait reçu. Maintenant, les dons avaient commencé à arriver. La pharmacie a été approvisionnée par le laboratoire ou de la restauration. On s'adressait au Comité national de crise sanitaire qui mettait ses moyens immédiatement à notre disposition. Et vraiment, il faut reconnaître que, en tout cas, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous avons mis vraiment tout le professionnalisme, notre engagement dans le don de soi, en esprit, en temps, et la personne